Bienvenue sur En Cinémascope. Le cinéma en plan large, c'est pour vous. Antoine Boers, Christophe Furietz, Gary Segers, Mathieu France, Gilles de Vogel, bonjour. 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 Et bien voilà, nous sommes avec les réalisateurs et les auteurs de Ennemi Public saison 2, qui est évidemment bientôt sur nos écrans sur l'RTBF. Alors je vais vous demander d'abord comment vous pitcheriez le début de la saison 2 d'Ennemi Public sans spoiler celui-ci bien sûr. Alors nous sommes 2 ans après les événements de la saison 1. Nous retrouvons nos personnages donc 2 ans après. Et nous sommes de l'autre côté de la barrière dans une communauté de filles un peu étrange. On a l'air un peu d'être sous le joug d'un gourou. Et avec une petite fille qui essaie de s'échapper. Cette petite fille s'appelle Jasmine. C'est la dernière victime de la secte de celui qu'on appelle le marchand de jouets, qui est l'homme qui a gâché la vie de Chloé Muller, notre héroïne. Et en désespoir de cause, les parents de cette petite fille viennent retrouver Chloé, notre héroïne, parce que voilà, ça fait 2 ans que la police désespérément cherche à la retrouver, mais n'ont plus aucune trace, et lui la supplie de reprendre cette enquête. Chloé, bien évidemment, n'a pas envie au départ. Elle a fait une croix sur tout ça, elle essaye de se reconstruire, mais un élément dans les indices que lui rapporteront les parents de cette petite fille vont la faire reprendre du service et vont la ramener à Vielsart à interroger Guy Béranger, son némésis, son ennemi juré. Alors comment fait-on pour travailler comme ça à 5 ? Vous êtes évidemment beaucoup plus nombreux dans l'équipe, mais le noyau de l'équipe, c'est quand même vous 5. Comment est-ce qu'on procède au niveau de l'écriture, au niveau de la réalisation, le transfert, le passage de témoins, l'organisation ? Un petit mot là-dessus peut-être ? Alors, il est important de préciser qu'en termes d'écriture, il y a un 5e qui n'est pas présent avec nous aujourd'hui, qui est Frédéric Castado. Mais on fonctionne comme on a fonctionné pour la saison 1. On fonctionne vraiment avec des méthodes qui maintenant sont de plus en plus présentes en Belgique et en France, mais à la base inspirées par les méthodes d'écriture de séries américaines, essentiellement, qui sont ce qu'on appelle le fonctionnement en writer's room. Donc on fonctionne comme un atelier, on construit toutes les arches narratives ensemble, le parcours des personnages, etc., sur la totalité de la saison. Et on construit également le contenu de chaque épisode tous ensemble. Et c'est seulement une fois qu'on est d'accord sur le contenu d'un épisode que l'un d'entre nous s'approprie l'épisode en termes d'écriture et part écrire cet épisode de son côté, qui après lui-même est resoumis à l'atelier. Alors Antoine, vous avez évoqué les séries américaines. Quelles sont vos sources d'inspiration, en tout cas les influences majeures au niveau séries américaines ou séries d'ailleurs autres pour Ennemi Public ? Je pense qu'on a on a des inspirations différentes. C'est aussi ça qui fait de la cohésion du groupe. Quand on a commencé, il y avait True Detective, la première saison qui était arrivée, qui nous a vraiment bien frappé. Sinon, par exemple, maintenant, on travaille beaucoup avec Homeland. C'est une série, en tout cas pour moi, qui est assez phare. Je suis toutes les saisons. Mais il y en a tellement. Aussi dans les séries clés, cultes, il y a The Wire, des Sopranos, Twin Peaks, évidemment. La série The Killing, la version US, aussi nous a beaucoup aidé pour les 2 premières saisons. Mathieu donc, que vous connaissez bien sûr, qui est un des réalisateurs de La Trêve, un des auteurs aussi de La Trêve, avait l'ambition de faire du cinéma en télévision. J'imagine que c'est un peu votre souhait aussi. C'était une des... je pense que c'était quelque chose qui nous attirait dès la saison 1. C'était cette proposition qui vient du fond de l'RTB, d'amener un peu plus de cinéma dans la série... dans la série belge, entre guillemets, mais donc oui, c'est quelque chose qui nous a motivés, je pense. Maintenant, c'est pas du tout la même manière de travailler qu'en cinéma, c'est-à-dire que ça reste de la série au niveau de l'intensité, de travail, et l'agenda respecté, le plan de travail respecté, mais c'est vrai que dans la technique, on essaie de plus s'approcher du cinéma. Donc oui, ça a été c'est quelque chose de très motivant, en tout cas pour une équipe, de pas d'avoir des références plus cinématographiques que des séries belgo-belges ou franco-françaises qui nous plaisaient pas spécialement visuellement au départ. Donc c'est un vrai avantage. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce format 52 minutes x 10 ? Je peux peut-être répondre. Moi, à titre personnel, je suis contre. Les séries telles qu'on vient de citer, les séries américaines qui nous ont inspirés, ont toutes fonctionné sur la base d'un épisode par soirée. La série, elle est basée sur l'addiction d'un spectateur à une histoire, à des personnages, et donc forcément sur le manque de sa dose, on va dire hebdomadaire. À partir du moment où, entre guillemets, on brûle 2 épisodes par soirée, on a moins de possibilités de créer cette addiction. Donc on est persuadé, nous, je pense, parler au nom du groupe d'auteurs,
que peut-être la série aurait plus d'engouement si on la diffusait plus au compte-gouttes. Maintenant, ce sont des décisions de chaîne. C'est quelque chose qui est en train de s'harmoniser à peu près partout dans toutes les chaînes européennes et mondiales. Les chaînes ont très très peur, je pense, que les gens aillent à la concurrence dans l'espace de la même soirée de diffusion et donc font ces 2 épisodes un peu dans l'esprit du Movie of the Week que les Anglais faisaient dans les années 80, à savoir rester au moins une heure le soir avec un film destiné à la télé. Donc on est revenu là-dedans. Il faut savoir que nous, les épisodes tels qu'on les écrit, ne sont pas du tout pensés comme ça. Ils sont un petit peu pensés comme ça depuis la saison 1, c'est-à-dire on sait que on va terminer le 2e épisode, l'épisode pair, par un événement plus important qui va donner envie aux spectateurs de revenir la semaine suivante. Et qu'on va probablement commencer par l'épisode impair, celui qui démarre la soirée, par quelque chose de plus d'action, plus dans l'action, plus intense, entre guillemets. Oui, je voulais revenir exactement sur ce que Mathieu disait, c'est que nous, on travaille en termes d'écriture, on travaille par épisode, on construit un épisode comme si c'était un mini long métrage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris grâce notamment à Cédric Salmon en France, qui nous a appris la structure. Donc effectivement, de donner 2 épisodes, ça a un contresens par rapport à notre travail. On ne fait pas une série, ce n'est pas un long métrage qui est saucissonné en 10 ou 12 ou 24 épisodes. Ça n'a jamais été, ça ne devrait pas l'être. C'est un art en soi, c'est un art à part du cinéma. Donc effectivement, pour nous, je suis entièrement d'accord avec Mathieu, ça n'a aucun sens de travailler sur 2 épisodes, c'est contradictoire avec notre travail même. Alors on a eu la chance d'interviewer, on va commencer par les dames, 2 de vos actrices, à savoir Pauline Etienne et Fantine Ardouin, mais aussi Clément Manuel et Angelo Bison. Un mot sur chacun de ces acteurs, ces actrices, ces acteurs. Peut-être commencer par Pauline. Oui, on a beaucoup de chance que Pauline nous ait suivis dans cette aventure. On l'avait contactée en plein milieu du tournage de la saison 1, alors qu'on était encore à la recherche de la Jessica idéale, une actrice qui pouvait incarner ce rôle-là. C'est un rôle pas évident, surtout qu'en saison 1, on ne savait pas encore ce qu'elle allait devenir, vraiment, à l'écriture, comme personnage. C'était juste la sœur de Chloé. On savait qu'elle était prisonnière d'un gourou dans une secte, mais on ne savait pas encore sa personnalité, etc. Donc Pauline a accepté, entre guillemets, un peu à l'aveugle. Elle a lu les scénarios de la saison 1, elle aimait bien la saison 1, mais elle a accepté sans savoir ce que son personnage allait devenir. Et par après, elle l'a créé, ce personnage. Vraiment, elle l'a créé sur le plateau avec nous. Ça s'est créé petit à petit, comme avec tous les autres acteurs. On a fonctionné de la même manière. Et en fait, elle a commencé à incarner ce personnage, à lui amener... Moi, ce que j'aime bien me dire, c'est qu'elle a un développement arrêté, le personnage de Jessica. Et ça, Pauline l'a très bien compris. Elle est restée dans une certaine forme d'enfance, de naïveté. C'est un petit peu ce que ce gourou a essayé de faire sur ses filles, qu'il a enlevées à l'âge de 10-12 ans. Et du coup, elle a une réaction, ça doit être très amusant pour elle, à mon avis, à jouer. Elle a des réactions d'enfant par rapport au monde. Donc, fatalement, ça amène des situations loufoques, grotesques ou parfois tout simplement décalées. Et ça, c'était son apport, sa lecture du rôle qui était très juste. Donc, un grand plaisir de travailler avec elle, je pense. Fantine Ardouin qui rejoint la saison 2, qui était présente, c'est vrai, dans le 10e épisode, comme Pauline Etienne de la saison 1, mais qui est vraiment présente maintenant, évidemment, en saison 2. Fantine Ardouin, un petit mot sur cette actrice qui est en train d'éclore complètement. Mais en fait, on l'avait castée pour la saison 1 pour le rôle de... La petite Jessica. La petite, non. Si. La petite Jessica, au départ. Et donc, on avait flashé, je me souviens, on voulait absolument la voir, quoi qu'il arrive. Et on n'a vraiment pas été déçus en saison 2. C'est vraiment c'est une vraie rôle sur un plateau. C'est incroyable à quel point elle comprend tout de suite et elle joue complètement. Enfin, elle est incarnée. Et en même temps, dès que la caméra tourne plus, elle rigole. Enfin, c'est une vraie comédienne, quoi. À son âge, c'est quelque chose d'assez impressionnant, en fait. Et donc, c'est un vrai plaisir. Et le personnage était assez intéressant, cette évolution de personnage quand même. Une petite fille qui, on sent complètement le marchand de jouets, ça a bien marché sur elle, quoi. Et donc c'était assez intéressant à jouer et à voir aussi, la voir travailler, c'est quelque chose de super chouette. Ce marchand de jouets qui est donc, on le découvrira évidemment dans la saison 2, mais peut-être un ennemi public numéro 2, en tout cas c'est un des villains. Vous demandez maintenant un petit mot sur Clément Manuel qui joue le rôle de frère Lucas. L'un de vous pour prendre la parole sur Clément. Oui, alors avec Clément on a essayé de créer un personnage un peu plus dur qu'en saison 1, donc frère Lucas,
Il revient d'un voyage en Afrique. Il a un peu changé et on voulait que dès le départ, dès les premiers épisodes, on comprenne que il a vécu d'autres choses là-bas. Il a changé. Il a un regard qui est plus dur. Et je pense que Clément a adoré travailler là-dessus, trouver des failles dans ce personnage qui semblait un peu lisse, un peu. Parfois on dit un peu boy scout, un peu toujours dans l'entrain, dans l'envie de bien faire. Et en fait, on s'était dit en saison 2, on veut travailler ce personnage pour qu'il ait plus d'aspérité, plus de failles en fait. Oui, on s'est dit, si je peux ajouter un mot, on s'est dit assez logiquement. En fait, c'est une ligne qu'on aime bien avec Frère Lucas. C'est dans l'abbaye, a priori, tous les moines sont pas tellement pour Béranger. Ne nous le cachons pas. Frère Lucas, de manière excessive, de manière absolue, est probablement celui, peut-être même un peu de manière hystérique, qui est le plus pour Béranger. Il y voit évidemment quelque chose, la brebis à ramener dans le troupeau. Ce voyage en Afrique, il y a quelque chose d'intéressant en fait, c'est que probablement que ça l'a amené à faire des comparaisons. Il a peut-être vu une détresse humaine, une misère, une violence humaine, parce que probablement qu'il a été médecin dans un dispensaire, etc., dans une maison sœur religieuse, comme ça se fait souvent. Son retour à Vielsart, d'entendre les petits tracas finalement de ses confrères de l'abbaye, le permet de relativiser. Ce qui nous offre la possibilité, et aussi à Clément Manuel, de jouer un rôle très particulier, c'est celui qui simplement pointe du doigt ses propres frères pour la protection de Béranger. Donc ses ennemis, finalement, en tout cas les gens contre qui il est, et contre lesquels il est le plus virulent, c'est ses propres frères. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on pourrait s'amener, du cliché qu'on pourrait croire d'un religieux ou d'un moine. Ici, il est très critique par rapport à ses propres frères moines aussi. Angelo Bison, évidemment, maintenant, qui avait remporté le prix du meilleur acteur à Série Mania, je pense, et que vous révélez vraiment à l'écran, qui avait fait beaucoup de théâtre jusqu'ici, qui en fait toujours, mais qui là démarre vraiment, j'ai envie de dire, au cinéma en télé, en tout cas en série, et c'est du cinéma en télé, on le répète. Un mot sur lui, peut-être sur Angelo ? Angelo, c'est un grand plaisir de le retrouver et de réécrire aussi, de retrouver Béranger. Pour nous, c'est un des personnages qu'on préfère le tous écrire, parce il continue à se révéler à nous aussi, et il continue à avoir son lot de surprises, et c'est un peu un oignon qu'on n'aura jamais fini de peler, en fait. Et donc, comme ici, comme pour une saison 2, il y a un truc très particulier, c'est qu'on réécrit à partir de personnages que désormais on connaît aussi dans la chair. Nous, en tant qu'auteurs, il y a des facettes de Béranger qu'on a pu, que Angelo Bison a amené, qu'on a pu explorer, qui nous a révélé en fait, et qu'on a pu explorer avec plaisir. On a un aspect plus ironique, en fait, plus joueur. On disait déjà de lui que c'était un manipulateur et un joueur en saison 1, mais il était plus secret. Ici, il apparaît plus frontalement comme jouisseur de la situation. Et c'est quelque chose qu'Angelo amène de façon à la fois frontale et à la fois assez fine, et qui est très très plaisant à jouer comme gamme, on va dire. Et un dernier mot sur Jean-Jacques Rozin, votre flic ardennais, le Michael Charlier du commissariat de Vielsart. Oui, donc Jean-Jacques qui joue Michael. Michael, on le retrouve en saison 2 qui est blessé, en fait blessé parce qu'il est arrivé dans la saison 1. Il s'est fait tirer dessus et il a perdu toute confiance en lui. Donc Michael, c'est le petit flic de village qui va chercher les chats dans les arbres et qui n'a pas l'habitude de se confronter à des missions aussi difficiles. Et donc il va se retrouver à nouveau face à une mission, avec le retour de Chloé, face à une enquête qui va le mettre en danger, notamment lui, mais aussi sa famille, sa femme qui est revenue est très très inquiète pour lui parce qu'elle remarque qu'il commence à perdre pied par rapport à tout ça. Et Jean-Jacques est l'acteur... pour nous, c'est de la famille Jean-Jacques. Il a quelque chose de tellement touchant que c'est assez immédiat quand on voit son jeu et sa présence à l'écran. On a tout de suite envie de le caresser, de le rassurer. De le rassurer. Et voilà. Donc Jean-Jacques Rozin, un acteur caressable, on retiendra ça. Christopher Yates. Il va beaucoup aimer. Il va beaucoup aimer, mais voilà, on espère qu'il aimera ça. Vous demandez enfin ce que le succès des Ennemis publics saison 1 évoque chez vous. Ça a été un carton, un peu comme la trêve, c'est vrai, avec TF1, avec pas mal de pays, pas mal de chaînes qui ont acheté les droits. Voilà, ça a fait quoi de voir cet engouement pour votre bébé ? Forcément beaucoup de fierté. Nous, au départ, on visait juste que ça marche sur les RTBF en saison 1. Donc c'était déjà
une énorme victoire de le constater. À partir du moment où ça a effectivement été assez vite en fait repéré à l'international et acheté, et notamment notre ultime fierté, c'était que ce soit diffusé en VO en Angleterre, sur une chaîne aussi importante que Sky, donc on était très très fiers. Oui, ça fait très bizarre, je vous l'avoue, savoir que votre série est traduite en polonais, en espagnol, en allemand. Les versions sont tordantes à écouter d'ailleurs. C'est très particulier. Mais en même temps, on ne l'a pas vécu comme une pression supplémentaire, mais plus comme une fierté supplémentaire. La pression, c'est plutôt notre public belge qui nous la met, mais c'est une bonne pression, c'est-à-dire on ne veut pas le décevoir. On pense d'abord avant tout à lui. Alors, ennemi public dans une langue étrangère, ça donne quoi? Est-ce que vous avez un titre en tête, l'équivalent par exemple en espagnol ou en allemand, ou encore une autre langue plus exotique peut-être? Enemigo público, bienvenido a Vielsart. Qui fait l'allemand? Je ne sais pas faire l'allemand. On a d'abord vu les bonnes versions doublées, à savoir l'espagnol et l'allemand, mais alors évidemment tomber sur la version polonaise, c'est l'équivalent d'une version russe, c'est-à-dire qu'on a un seul type qui fait la même voix par-dessus toutes les voix. Ça, avec tout le son qui descend. Avec tout le son qui descend, ouais. Tout le son descend et tu as juste quelqu'un qui fait tous les dialogues comme ça. Mais on a été avec Gilles présenter la série en Pologne, Oui. dans un festival. C'était vraiment super, et il y avait un accueil très fort, et notamment parce que la communauté polonaise est très croyante et qu'on est malgré tout une série qui parle de la religion. Je pense que le succès en Espagne, il y a un gros succès public en Espagne, est pas étranger au fait que c'est une série qui parle de la religion catholique. Malgré tout, la reine principale, c'est une abbaye cistercienne, on va dire en tout cas de type cistercienne. Donc forcément, ça leur parle. La foi là-bas, c'est très très prégnant. Je me rappelle qu'on se baladait dans les rues de la banlieue de Varsovie, où on était. On est rentré dans une église, il devait être 14h. Pour nous, c'est hallucinant comme vision, mais l'église était remplie à craquer de fidèles, avec des encensoirs, des machins, des enfants de chœur et tout le saint tremblement. Donc on s'est dit, oui, ceci peut-être explique cela aussi. Eh bien, merci messieurs, et que Ennemi Public récolte un maximum de téléspectateurs et puis s'exporte peut-être à l'international comme la saison 1. On vous souhaite plein de bonnes choses et on vous dit à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur encinémascope.be et sur les réseaux sociaux. Bon film!